Et voilà. Donc, rebonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Annie Brissette. Je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Merci également, Daniel, d'être avec nous ce soir pour cette troisième conférence de ta suite pour ta communauté de pratique pour compléter Oui. l'année avec toi. Non, j'en ai une autre. Oui, Là, c'est moi, vrai, tu as raison. Il y oui. en a une, effectivement, la dernière avant les vacances qui va avoir lieu au mois de juin. Donc, je pourrais vous mettre le lien dans le chat également. Donc, pour ceux qui nous connaissent moins, justement, à Agile Montréal, on a beaucoup de conférences mensuelles, on a des événements d'envergure comme Agile Tour, on a un Slack où est-ce que les gens peuvent échanger, on a un programme de mentorat, on a vraiment plein de choses à offrir à la communauté. Donc, je vous invite vraiment à venir sur notre site web, vous abonner à nos réseaux sociaux, vous abonner à notre infolettre également, comme ça, c'est vraiment facile de rester au courant de nos activités. Puis, c'est ça, je vais vous mettre quelques liens dans le chat pendant la conférence, le lien du site web, s'il y en a aussi qui sont intéressés par les derniers contenus de Daniel, je vais retrouver les liens sur le YouTube, puis je vais vous mettre ça. Donc, sans plus tarder, Daniel, je te passe la parole pour ta conférence de ce soir. Merci, Annie. Si tu peux mettre tout le monde sur le mute, j'entends des petits bruits. OK. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Daniel Doiron. Aujourd'hui, on va regarder des tableaux de TimeFlow. Un tableau, le seul, on était supposé en avoir 3 ce soir, mais on va juste en avoir un parce que ça aurait été trop de mettre les 3. On va voir le premier qui est le Flow Efficiency Board. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un peu ce qu'est le touch time et le wait time. On va voir la comparaison entre les tableaux Kanban et les tableaux TimeFlow. On va voir quel est l'impact dans un environnement multi-équipe. Après ça, on va faire une transformation d'un tableau Kanban traditionnel à un tableau TimeFlow. Alors, on va enlever un paquet d'affaires sur le tableau Kanban. On va migrer vers un Flow Efficiency Board. Et après ça, on va faire quelque chose d'assez étonnant. On va enlever les limites de WIP limits sur les colonnes. Alors, mon nom est Daniel Doiron. Il y a 1 an et un petit peu plus qu'1 an, j'ai écrit un livre qui a un peu marqué l'histoire dans le sens qu'on utilise la théorie des contraintes, Kanban et la pattern theory et le throughput accounting dans le travail intellectuel, le knowledge work qu'on appelle. Vous avez ici les témoignages de beaucoup d'experts dans le monde qui sont en Agile, en Kanban, en Flex, en DA. Et également, si vous voulez un bon prix sur le livre, il est ici. Je pense que Annie l'a mis dans le chat. Oui, tout à fait. Je suis en train de copier-coller ça à l'instant. C'est ça. Et les témoignages aussi sont là et le livre à bon prix. Également, en primeur, c'est la première fois que ça va être offert parce que je suis le seul à pouvoir le faire au monde. Il va y avoir des cours de throughput accounting pour les centres, pour les coachs agiles, les Scrum Masters, les PM. L'onglet est là, c'est sur mon site agileagonist.com. Il y a un cours pour l'agilité, pour le travail invisible. Et il y a un cours aussi qui va être donné aux CPA, aux comptables et aux CXO, là, les CIO, les CEO et tout ça, parce qu'eux sont plus habitués avec le travail visible. C'est plus facile à comprendre pour eux autres, le throughput accounting. Et évidemment, je suis CPA aussi, donc je peux communiquer avec eux assez facilement. Et le throughput accounting, c'est vraiment ce qui amène la simplicité inhérente pour la prise de décision, pour avoir des résultats immédiats sur la performance. Et les tableaux Flow Efficiency de TimeFlow font un peu partie de la recette. Alors, on va voir 2 concepts de base qui sont importants dans n'importe quelle instrumentation de tableau. C'est le touch time et le wait time. Et il faut toujours s'assurer, quand on est à l'intérieur d'un tableau Kanban, quand on est dans une équipe, qu'on a le contrôle sur ce qui se passe.
Okay? C'est notre version, notre portion de la réalité sur laquelle on a le contrôle total. Ce qui est à l'extérieur de notre contrôle, c'est ce qu'on appelle la sphère d'influence. Et ce sont des points parfois où il faut négocier, marchander pour pouvoir avoir ce que l'on désire. Ici, on voit toutes les sortes de temps qu'il y a dans le travail intellectuel. Hein? Il y a le queue time, le full kitting time, le delivery time, le service time, le order to cash, lead time. Mais le flow time, c'est vraiment là où on travaille avec nos équipes. Okay? Puis le flow time, il y en a qui appellent ça le time and process, process time, system lead time. Enfin, c'est là où on trouve le touch time et le wait time. Le touch time, c'est quand on travaille activement. Puis le wait time, c'est quand on est bloqué, quand on est en attente, quand on est en feedback delay et des choses comme ça. Alors, on est vraiment en flow time quand on travaille avec nos équipes. Le flow time et la loi de Little, ça s'applique quand on est en flow time, nulle part ailleurs. Le flow time, ça s'applique sur nos tableaux Kanban d'équipe. Dans ce contexte-ci, c'est sûr qu'il y a des tableaux Kanban qui débordent là, le flow time. Il y en a en upstream, par exemple, dans le full kitting, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les tableaux Kanban de nos équipes. Et évidemment, le flow efficiency, ça se calcule quand on est en flow time et nulle part ailleurs. Le flow efficiency, ça se calcule quand on a contrôle sur ce qui se passe. Le flow efficiency, c'est quoi? C'est le temps qu'on travaille, le touch time, sur le temps total qui élapse, le touch time et le wait time, et on multiplie par ça. Donc, mon flow efficiency peut être de 10 5 80 En général, dans le monde du travail intellectuel, un flow efficiency de 5 c'est relativement bien. Alors, le touch time, évidemment, c'est quand on travaille. C'est quand que l'ouvrage avance et que l'ouvrage n'est pas bloqué. OK? Et c'est souvent représenté par la façon qu'on travaille. Souvent, les gens pensent qu'on peut augmenter la capacité de la façon qu'on travaille en augmentant la capacité pour travailler plus vite, mais c'est une grosse erreur. Parce que dans le travail intellectuel, il y a beaucoup de wait time, puis c'est ça qu'il faut régler avant. Donc, il faut qu'on ait des tableaux qui nous permettent de voir ça de façon claire, nette et précise. Voyons. Alors, les bons temps au travail, c'est justement le touch time quand que l'ouvrage avance. Et le wait time, c'est quand on est en attente de quelqu'un, qu'on est bloqué, qu'on a un feedback delay, peu importe, l'ouvrage n'avance pas. Et les façons de réduire le wait time, c'est évidemment les recettes qu'on connaît bien en Kanban, postponing commitment, exercer nos options et réduire le WIP qui est la charge de travail qu'il y a dans le système Kanban. Alors, les mauvais temps, les wait time, dans n'importe quel système, il y a le idle time, le feedback delay time, induced work, block time and wait time. L'induced work, c'est quand ton boss arrive et qui dit « Hey, arrête ça puis fais ça ». Alors, il y a un temps d'immersion qui est nécessaire pour se plonger, arrêter ce qu'on fait puis se plonger dans la nouvelle tâche que notre boss vient de nous donner. Maintenant, on va voir à cet effet-là les tableaux Kanban traditionnels puis les tableaux TimeFlow. Okay? Parce qu'on va voir que les tableaux Kanban ont des problèmes. Ici, on voit qu'on est en flow time. On a un processus là, où on fait le développement, UAT, démo, et on fait un merge sur le master en production. Et on voit dans le flow time, qui est en bleu, le flow time, on voit qu'on a tout le temps du touch time, c'est très peu, puis beaucoup de wait time. Dans le travail intellectuel, le wait time, c'est comme 90 à 95 du temps qu'on passe, puis on passe seulement 5 du temps à vraiment travailler. C'est la nature du travail intellectuel. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le wait time et le touch time sur les tableaux Kanban, ils sont, comme on dit, très liés, serrés, tissés serrés.
Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le wait time, est-ce que c'est un point d'entrée dans un processus ou c'est un point de sortie? Ou si c'est le touch time qui est un point d'entrée ou un point de sortie? Dans les tableaux Kanban, le touch time est utilisé comme point d'entrée et dans les tableaux TimeFlow, le wait time est utilisé comme point d'entrée. Et on va voir, ça fait une grosse différence, ce n'est pas banal. Alors, comme on dit, on a un problème d'œuf et la poule. Est-ce qu'on rentre dans un tableau avec le wait time et le touch time en premier ou le touch time ou le wait time, le touch time en premier, comme fait Kanban? Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ça, c'est un tableau Kanban. Et on voit que quand on rentre en développement, on est tout de suite en touch time. Après ça, il y a le wait time avec le done. En UIT, on est dans doing, done, doing, done. Fait que quand on rentre dans un processus, on est toujours dans l'état de travailler. OK? Il n'y a pas de file d'attente. On travaille tout de suite. Quand on est dans un tableau TimeFlow, il y a toujours une file d'attente avant de rentrer. On n'est pas en touch time, on est en wait time. Après ça, on travaille. La même chose après, quand on voit un UAT, on est en wait time. Après ça, on est en touch time. En démo aussi. Alors, il y a une petite nuance et on va voir que ce n'est pas banal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un tableau TimeFlow? C'est que le temps d'attente et le temps en processus fait partie fait partie de la même étape. Alors, le wait time et le touch time peuvent être comptabilisés dans la même étape comme ici, UAT. Puis quand on voit dans Waiting for qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, bien ça, c'est comme des files d'attente. Hein? Puis les files d'attente, c'est drôlement pratique parce que c'est ça qu'on veut gérer. Puis les files d'attente, c'est génial parce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier. On voit qu'en démo, en UAT puis en développement, on a beaucoup de trucs qui sont en attente avant d'être pris en charge par l'équipe de UAT ou démo, peu importe. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais qui sont en rétrospective évidentes. Self-evident but not obvious. Je ne sais pas comment trouver un synonyme en français. Alors, les tableaux Kanban, ils splitent le wait time et le touch time dans deux processus adjacents. Tandis que dans les tableaux TimeFlow, le wait time et le touch time font partie du même processus. C'est une grosse différence. Dans un tableau Kanban, la colonne done est passive, tandis que dans un tableau TimeFlow, la colonne waiting for est active. Les deux représentent du wait time, mais l'endroit où ils sont placés a un impact incroyable sur la motivation des gens et leur statut psychologique face au travail, à choisir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, un tableau TimeFlow, le wait time est en premier, wait time, touch time, wait time, touch time. Et on voit qu'en UAT, j'ai plein contrôle de mon wait time et de mon touch time. OK? Alors, je suis dans mon span of control, comme je disais tantôt. Mais quand je suis dans un tableau Kanban, le UAT, le temps de done de développement, il appartient à UAT. C'est du temps d'attente de UAT. Ce n'est plus du temps d'attente de développement. Puis, le temps doing de UAT, évidemment, il appartient à UAT. Alors, il y a un déphasement dans les tableaux Kanban qui font en sorte que tu n'as pas le contrôle, le span of control sur le processus de UAT à 100%. Ce qui, dans un contexte de flow efficiency, est très troublant. Alors, on voit ici que dans UAT, le wait time de done vraiment appartient à démo et le wait time de développement appartient à UAT. Vous allez me dire que c'est quoi l'impact, mais si vous êtes habitué à faire des cumulative flow diagrams, regardez bien ce qui se passe, ce n'est pas banal. Ici, dans mon UAT,
la zone dans mon Cumulative Flow Diagram. Là, je fais dispense de lecture à savoir comment ça marche, un Cumulative Flow Diagram. J'assume que vous le savez. Bien, dans la zone qui est en rose foncé, là, mon temps d'attente et mon temps de processus en UAT, il est dans la bonne zone. Il est dans la bonne zone du Cumulative Flow Diagram. Alors, je suis 100% dans mon span of control, puis c'est ça qui est obligatoire pour avoir un contrôle sur ton flow efficiency, tes calculs de flow efficiency. Quand on regarde un tableau Kanban, bien, le UAT, là, puis ça, il y a très peu de gens qui font la nuance, mais quand vous faites votre CFD avec un tableau Kanban, là, la zone que je viens de des roses foncées, là, bien, c'est le UAT doing, puis c'est le développement done. Si vous faites attention, c'est ça qui se passe dans un tableau Kanban quand on map avec un Cumulative Flow Diagram. Donc, vous n'avez pas, dans vos flow efficiency, vos calculs de flow efficiency, vous n'avez pas 100% du span of control. Okay? Alors ça, c'est un problème que les tableaux Kanban ont vis-à-vis les calculs de flow efficiency. Encore une fois, span of control, c'est important quand vous êtes dans un contexte de flow efficiency que vous ayez 100% du contrôle, ce qui est le cas avec les tableaux TimeFlow, mais pas avec les tableaux traditionnels Kanban. Évidemment, les calculs de flow efficiency se passent toujours quand on est en flow time, là, quand votre équipe a contrôle du travail qui se passe. Alors, wait time, touch time, qui se suivent. Alors, les bénéfices des tableaux Flow Efficiency, c'est que ça montre la contrainte dans votre processus comme étant l'étape où il y a le plus haut average time dans le processus. Ça fait également, ces tableaux-là, que le wait time est explicite. Okay? Quand vous avez un ticket qui est dans une colonne de wait time, le wait time est explicite à 100%, c'est du wait time à 100% qui est sous votre contrôle. Ce n'est pas du temps done dans un tableau Kanban qui n'est pas sous votre contrôle et qui ne vous appartient pas. Les travailleurs intellectuels sont engagés à savoir quand ils prennent une décision, est-ce qu'on commence ce travail-là ou on attend? Parce que quand je le prends dans wait time puis je le mets dans touch time, il ne faut pas que le WIP, les travaux en cours, dans le touch time, le end process, soit trop élevé. Sans ça, je vais avoir beaucoup de wait time dans mon touch time. L'avantage que les tableaux Flow Efficiency de TimeFlow ont, c'est que les files d'attente de travail sont visibles et sont explicites au point d'entrée de chacun des tableaux, ce qui n'est pas le cas avec des tableaux Kanban. Puis on va voir plus tard qu'on va enlever les limites de colonnes, les column WIP limits, qui sont un empêchement à la bonne fluidité. Puis on va voir aussi, dans pas grand temps, que les tableaux TimeFlow ne contiennent pas de buffer comme les tableaux traditionnels Kanban, où le wait time est vraiment roi. Il peut grandir, grossir et accumuler et vraiment nuire à votre flow efficiency. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on regarde dans un tableau Kanban le travail qui est fait? C'est sûr que la visualisation en ligne, c'est un pilier, mais quand tu es dans un tableau Kanban puis tu regardes ta done column, là, ton colonne done, ben, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te motive à faire? C'est ce travail qui est fait, il est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu attends juste que quelqu'un s'en vienne et prenne, quelqu'un du processus qui ne t'appartient pas, vienne et prenne l'ouvrage. Ce qui n'arrive pas dans un tableau TimeFlow de Flow Efficiency. Ou dans un tableau TimeFlow Flow Efficiency, ton état d'attente, c'est un waiting for,
c'est un waiting for qui est dans un état actif parce que c'est du travail qui est en attente d'être pris pour être travaillé. Puis, la grosseur de ces files d'attente-là, plus que c'est gros, plus que c'est un leading indicator d'une performance, d'une pauvre performance qui s'en vient. Maintenant, dans des environnements multi-équipes, si on regarde ici un tableau Kanban traditionnel et un tableau Flow Efficiency traditionnel, où la première étape, c'est doing en Kanban et done après, et en Flow Efficiency, c'est waiting for puis in process, c'est qu'on voit que quand il y a des autres équipes qui veulent rentrer dans ton tableau, bien, ils s'en viennent tous dans un état de doing, ce qui n'a pas d'allure. Parce que n'importe qui va t'envoyer des choses, puis déjà, il va rentrer dans un état de doing, ce qui est totalement illogique. Tandis que dans un tableau Flow Efficiency de TimeFlow, bien, tout le monde peut aller, sans problème, déposer des trucs dans une file d'attente en développement, puis quand ça sera le temps de prendre le travail et de le mettre en end process, alors il n'y aura pas de problème. Alors, n'importe quand qu'on a des contextes multi-équipes, les tableaux Kanban traditionnels ont des problèmes à gérer ça parce que les tableaux Kanban traditionnels ont été faits pour des équipes simples. Okay, alors, on voit la différence à l'entrée d'un tableau TimeFlow et à l'entrée d'un tableau Kanban, où on rentre tout de suite dans un état de travail. Okay? Ce qui est souvent illogique. Tu sais, quand je m'en vais à l'urgence ou à un hôpital ou dans n'importe quel service où les humains sont appelés à interagir, il y a toujours une période d'identification, une période d'attente avant d'être pris en charge. Maintenant, quand on a un complex workflow, comme on voit ici, où plusieurs équipes s'en viennent dans le step F, mais on voit aussi qu'il y a une zone d'attente, okay? Ce qui est plus facile à gérer parce que les gens peuvent aller déposer le travail là sans se soucier si l'étape F est prête ou non à recevoir le travail. Ça fait en sorte que les files d'attente de travail sont visibles. Avoir des files d'attente de travail visibles, c'est très important. D'accord? Parce que ce sont des indicateurs de dégradation de la performance. Évidemment, dans des tableaux Kanban, ben, tu arrives tout de suite dans un état de doing done, ce qui est très difficile à gérer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à cet égard-là un tableau Kanban traditionnel et on va le transformer en un tableau TimeFlow de Flow Efficiency. Alors, les tableaux Kanban traditionnels, évidemment, ils ont toutes sortes de buffers puis de parking space pour le travail. Ici, on voit qu'on a un waiting for external, ready for UAT, les done column, ready for build. Ça, c'est toutes des places où on peut accumuler du travail. Puis, évidemment, c'est un paradis pour le wait time. Le wait time s'accumule, le wait time s'accumule et le flow efficiency réduit. Et plus que de WIP dans le système, plus que d'inventaire dans le système, plus que le wait time augmente et plus que la fluidité en est impactée. Alors, tout ça, ce qui est en rouge, pour arriver dans un tableau TimeFlow Flow Efficiency, il va falloir les transformer pour les enlever. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne. Parce qu'en Kanban, il y a beaucoup de buffers, puis il y a beaucoup de files d'attente qui sont créées pour créer du trafic inutile. Alors, on a les ghost columns. Je vous fais dispense d'explications à savoir qu'est-ce que c'est chaque chose.
Il y a les releases, quand on veut faire des grosses batches de travail. Il y a les done queue, qui va prendre mon travail le prochain. Il y a les bottlenecks, capacity constraint resources, comme les testeurs, des choses comme ça. Et il y a d'autres sortes de bottlenecks aussi, les non-instant availability. Ça, c'est à peu près les 5 types de buffers qu'il y a qu'on peut mettre dans un tableau Kanban et qu'on va, pour les besoins de la cause, enlever. Okay? Parce que dans un concept de flow efficiency, on n'a pas besoin de ces artifices-là. Parce que ça crée une augmentation du WIP dans le système, ça crée une augmentation du wait time et ça dégrade le flow efficiency. Alors, on a ici un exemple d'un tableau Kanban traditionnel, puis là, on va tout enlever les choses qu'on voulait enlever. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, le waiting for external ici, qu'on a, oups, on va le splitter en deux. OK? On va en mettre la moitié dans le développement qui était en mode doing anyway, et 3 ici qui étaient dans ready for UAT. OK? Alors, waiting for external, on le met dans le doing, puis ready for UAT, on le met dans le done. Alors, 6 ici et 3 là. Alors là, maintenant, on a enlevé le ghost column et on a enlevé le ready for UAT. Et après ça, il faut mettre le ready for build dans le démo, dans la colonne done. Le ready for build qui est ici, on l'enlève et on vient le mettre ici en dessous. Alors, on a tout enlevé des buffers. Okay, maintenant, on a un tableau Kanban où on a restructuré et on a enlevé toutes les buffers, les ghost columns, les ready for, etc. Maintenant, on peut augmenter, si on veut, les limites, les column WIP limits, ici et là. Et maintenant, on a un tableau Kanban traditionnel où on a enlevé toute forme de buffer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une migration sur un tableau de flow efficiency. Ce n'est pas compliqué. Okay? Il y a 5 étapes. La première étape ici, c'est qu'habituellement, dans un tableau Kanban, la dernière colonne est toujours juste doing. OK? Alors ici, ce qu'il faut faire, la dernière colonne, il faut aussi la simuler comme étant un doing done pour les besoins de la transformation. OK? Alors, tout reste pareil, c'est juste que ce qui était dans doing, on le laisse là. Et on met dans la colonne done, évidemment, rien parce qu'il n'y a rien qui est fait. Ça, c'est la première étape. On split la dernière colonne en doing et done. La deuxième étape, c'est qu'on renomme toutes les colonnes. Doing devient waiting for, done devient process, doing, waiting for, done and process. Et la même chose aussi pour la dernière colonne, merge on master. Et on shift tout à droite. OK? Tout ce qui était ici s'en va à droite. Ce n'est pas compliqué. On prend tout ce que dans chacune des colonnes et on déplace d'une case, d'une colonne, d'une semi-colonne vers la droite. Alors, ce n'est pas compliqué. Et maintenant, on a un tableau de flow efficiency. Il nous resterait juste à renommer les colonnes, à enlever les doing done, les vieux artifices qu'on avait. Et voilà. Maintenant, on a fait la transformation complète pour avoir un flow efficiency board avec le waiting for and process, waiting for and process, waiting for and process, waiting for and process. Évidemment, les colonnes les limites de colonnes, les column WIP limits, on va dire en anglais, là, sont toujours présentes. OK, on les laisse comme ça. Et évidemment, la prochaine étape qu'il faut faire, c'est d'enlever les limites, les column WIP limits. On va voir un peu pourquoi.
c'est que les column WIP limits, en fin de compte, sont des empêchements à la fluidité dans un système. Si vous êtes un peu familier avec le Kanban qui est donné par Daniel Vacanti là, dans prokanban.org, lui aussi il est un adepte de ne pas mettre de column WIP limit sur les tableaux Kanban. Alors, la prochaine étape, évidemment, quand vous êtes prête, c'est d'enlever ces column WIP limits-là parce que ce sont des empêchements à la fluidité. Et à la place, quand ça s'est enlevé, vous pouvez maintenant, au lieu d'avoir des limites de colonne WIP limits, de montrer l'average flow time. L'average flow time, justement, ça vient dans la théorie des contraintes et montrer la contrainte, l'endroit dans votre tableau, dans vos processus Kanban, où vous avez le moins de capacité. Parce que c'est là qu'est la contrainte, finalement. Alors, à l'origine de la méthode Kanban, les limites, les column WIP limits étaient faites pour favoriser le changement évolutif lentement, là, les discussions et tout ça. Mais il y a une façon plus rentable d'avoir des meilleurs résultats, c'est de gérer les contraintes et de faire des petits ajustements sur la contrainte qui, elle, va donner des rendements vraiment exponentiels. Et c'est là la différence entre TimeFlow et les tableaux TimeFlow et les tableaux Kanban traditionnels. Il y a un lien entre les column WIP limits et les causes communes et les causes spéciales de variation. Okay? Et les column WIP limits, c'est une forme d'interférence avec le système, hein, parce qu'on est tout le temps en train d'échanger, on est tout le temps en train de les monter, des diminuer ou peu importe, on met des buffers, on met des column WIP limits encore. Puis ça, ça fait en sorte qu'on pense qu'on a trouvé des causes communes de variation, mais les column WIP limits ne font juste que nous faire réagir à des causes spéciales de variation. Et c'est un gros problème avec justement les column WIP limits. C'est une façon, autrement dit, de surréagir sur les variations qu'on croit être des problèmes de système, mais qui ne sont pas des problèmes de système. Ce sont des problèmes de flow qui, souvent, n'ont rien à voir avec des causes communes de variation. Évidemment, utiliser des column WIP limits, des buffers, des parking space, comme on fait en Kanban traditionnel, c'est une cause qui fait ressortir des causes spéciales de variation à outrance et qui nous font changer le système de façon inutile et en surabondance. Et les tableaux qu'on vient de voir, les Flow Efficiency Boards, sont justement faits pour éliminer ces tendances-là, mais en tant et autant aussi qu'on enlève les limites, les column WIP limits. Alors, une fois qu'on les a enlevés, il faut évidemment s'assurer de réduire la charge, les travaux en cours dans le système, ce qu'on appelle le WIP. Ça, c'est essentiel, parce que là, on voit, là, ici, on en a peut-être trop. Et ce qui va arriver, à un moment donné, c'est que vous allez voir que votre développement, l'étiquette en développement, en moyenne, prennent 2 jours. L'étiquette, une fois qu'ils sont en UAT, prennent 3 jours en moyenne. En démo, 1 jour. Et le merge on master, 1 jour. Alors ça, qu'est-ce que ça vous indique? Bien, ça vous indique que votre contrainte dans votre processus est à UAT parce que c'est là que ça prend le plus de temps et c'est là que vous avez le moins de capacité. Et ce UAT, en étant la contrainte, il ne faut pas que la contrainte manque de travail. Okay? Parce que c'est la contrainte. Chaque minute perdue à la contrainte est une minute perdue sur l'ensemble du système.
Alors, en étant capable de montrer les average flow time, en enlevant les column whip limits et en tenant le whip à un minimum, ben là, ma contrainte, je l'ai mis ailleurs, c'est un autre exemple. Enfin, on voit ici que c'est dans le test, c'est là où on a le moins de capacité. Et si on met ça comme étant montant sur un histogramme, la capacité, on voit que C, c'est l'endroit où il y a le moins de capacité. Après ça, c'est B, parce que c'est là où les choses vont le plus vite. Et après ça, c'est A, avec 2 jours en moyenne, où les choses vont le moins vite. Et lorsqu'on sait où est-ce que la contrainte est dans notre processus, bien, on a juste besoin de gérer cette partie-là du système au lieu de gérer l'ensemble du système. Et c'est là le bénéfice de savoir comment on peut trouver les contraintes dans vos processus, dans vos tableaux Kanban, dans vos tableaux TimeFlow, parce que ça vous permet d'éviter d'avoir à gérer le système en entier. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur la contrainte et le reste va prendre soin de s'auto-gérer. Alors, je vais arrêter ici, Annie, et je vais prendre des questions s'il y en a. Oui, ben dans le chat, il y a Hanan qui demandait, parce qu'à un certain point dans ton contenu, tu comparais 2 choses, puis elle se demandait si c'était possible de voir les slides côte à côte. Hanan, je ne sais pas si tu es encore avec nous, peut-être que tu peux allumer ton micro pour nous expliquer ce que tu aurais voulu voir. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais pas très bien, mais on t'entend. OK. Daniel m'a bien expliqué comme il nous a donné la façon vraiment d'avoir un fichier flow. Là, je crois que les slides qui sont suivis, vous avez expliqué. Alors, au début, je ne savais pas c'est quoi la différence entre flow et puis Kevin. C'est pourquoi j'ai demandé si on pourrait voir side by side. So that we can do that comparison. Mais je crois que c'est tout c'est pour arriver à une certaine efficacité que le travail, ça demande vraiment exploitation des différentes contraintes dans le système. Donc, je crois que Daniel a bien répondu. Merci. Ah, OK. Merci. J'ai beaucoup de misère à l'entendre, mais quand il a dit que j'ai bien fait, là, ça, j'ai compris. Oui, c'est toujours bon. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des questions? Je vous invite à les mettre dans le chat ou vous pouvez allumer votre caméra, allumer votre micro. Daniel peut revenir sur certains points de sa présentation ou toute autre chose. Puis Daniel, dans cette conférence-ci, tu disais que tu abordais un des 3 tableaux Kanban. Oui, Est-ce que tu pourrais nous faire un petit sneak peek de c'est quoi les 2 autres en quelques mots? Les 2 autres tableaux de TimeFlow, c'est des tableaux TimeFlow. C'est des tableaux qui sont propres à la théorie des contraintes, qui est un tableau qui a le drum buffer rope. Autrement dit, que les signaux de pull sont seulement générés à partir de la contrainte. Et le 3e tableau, ce sont des tableaux avec des tokens. Il y a seulement 2 personnes à date dans le monde du travail intellectuel qui ont introduit le concept de conduit et de token. C'est Patrick Steyert avec son Upstream Kanban et évidemment Steve Tandon avant Patrick, peut-être 2-3 ans avant, avec dans son livre avec TimeFlow, en fin de compte, avec un système de token pour gérer les causes communes et les causes spéciales de variation dans un tableau Kanban. Okay. Alors, c'est ça. C'est un peu compliqué, là, mais je n'aurais pas pu faire les 3 tableaux en 1 heure, ça aurait été impossible. Mais le bonheur qu'il y a avec le tableau Flow Efficiency, c'est que vous pouvez aller faire ça rapidement et obtenir des bénéfices incroyables sur la performance
de façon très, très rapide. C'est pas compliqué. Je vous ai tout montré la recette et c'est pas difficile à faire. Puis l'important, c'est de comprendre que les column width limits, les buffers, puis tout ça, là, toutes les choses qui font en sorte qu'on augmente le WIP, là, le work in process dans un tableau Kanban, mais ça fait augmenter le wait time. Puis ça fait que les choses restent trop longtemps dans le système. Puis dans le travail intellectuel, hein, la perte, c'est quoi? C'est le délai. Bien, plus que vous mettez de parking space, de buffer, puis de work in process dans votre tableau Kanban, bien, plus que le flow time va augmenter, plus qu'il va y avoir des délais, puis moins bon va être votre travail, puis la qualité va en souffrir aussi. Tu sais. Mm-hmm. Merci Daniel. Justement, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Je vous laisse quand même réfléchir. Comme je vous dis, sinon, ne soyez pas timide. Vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre le lien du prochain événement de Daniel qui a lieu le 16 juin. Oui. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Celui-ci s'intitule Le Jeep, la Jungle et le voyage. Donc, oui, un le titre Jeep, la Jungle et the Journey. Oui. très évocateur. Oui, du grand Debussy, quoi. Et puis, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que ce sont les 3 contraintes dans le travail intellectuel. OK? C'est du terrain qui n'a pas été couvert encore dans le monde de l'agilité. Les contraintes, la théorie des contraintes, c'est important. Il y en a partout. On ne vit pas dans un monde qui est sans contraintes. Et c'est la même chose, même si notre travail est invisible. On a des contraintes dans le domaine d'affaires. On a des contraintes dans la façon avec laquelle on travaille. Puis on a des contraintes lorsqu'on exécute le travail. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui si on veut travailler de façon optimale. Et ce n'est pas avec des approches où on nous apprend des rôles, des responsabilités, des pratiques, des valeurs, des cérémonies, des principes. Ce n'est pas avec ça qu'on peut avancer. C'est en comprenant la nature des contraintes, en étant capable de les identifier et en les exploitant qu'on est capable de faire de l'argent, en fin de compte. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Faire de l'argent et générer de la valeur. Des nouveaux rôles, une nouvelle responsabilité, principes, cérémonies. Ça ne marchait pas dans les années 60 et ça ne marche pas plus aujourd'hui pour aider à la performance. Oui, c'est ça. Puis c'est le temps et l'argent qui est directement lié au temps. C'est un thème qui revient beaucoup dans ton travail. Tu sais, comment être plus efficace, perdre moins de temps, savoir comment le temps s'écoule. Tu sais, je pense entre autres à tes 2 dernières conférences. D'ailleurs, j'ai mis le lien de notre chaîne YouTube dans le chat. Les 2 dernières conférences, la gestion explicite des risques et la gestion par exception, avec tous les outils que tu as donnés pour justement voir, OK, dans tout le workflow, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est problématique, puis qu'est-ce qui est entre les deux là, à regarder. Là, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase dans les approches agiles populaires sur l'empirisme, empirical evidence. L'empirical evidence, ça, tu sais, ça regarde en arrière, OK? Mm-hmm. Par contre, quand tu as des théories, okay, la loi de l'état, la théorie des contraintes, le Troupa-Lacantin, ça, ce sont des choses que tu peux dire, ah, si je fais ça, ça va arriver. Si je fais ça, ça va arriver. Alors, c'est forward-looking, ça fonctionne, c'est scientifique. Puis, la pattern theory aussi. Puis, les méthodes empiriques, l'empirisme, puis toutes les contraintes qu'on a avec des rôles, responsabilités, principes, valeurs, cérémonies, ça ne permet pas l'apprentissage à double boucle. Hein? Alors, on est dans une époque où l'apprentissage à double boucle est essentiel, puis il faudrait y arriver. Puis c'est la même chose avec Agile à l'échelle. Tout le monde a des modèles d'agilité à l'échelle avec des modèles linéaires, des processus linéaires comme SAFe, Scrum. Avec des processus linéaires, vous allez faire de l'agile à l'échelle? Non, je ne crois pas. Alors, c'est un peu ma conclusion là, sur la façon d'entrevoir les choses au niveau du travail intellectuel et de prendre la science
parce que le docteur Goldratt, là, c'était vraiment un génie. Puis, il a fait beaucoup de choses pour le travail intellectuel. Hein. Il a fait une application de gestion de projet, là, qui est le CCPM, le Critical Chain Project Management, à l'opposé du Critical Path Project Management, là, du PMI. Puis, son approche est 20 fois supérieure à celle du Critical Path. Puis, il a fait des applications en marketing aussi, qui sont vraiment afférentes et en lien direct avec le travail intellectuel. Et ce que Steve Tandon et moi-même, on a fait, c'est qu'on a mis ces pratiques-là dans le travail invisible de l'agilité. Et évidemment, ça fonctionne depuis 10 ans. Ça fonctionne, ces tableaux-là, à Montréal. Bon, il y a la Banque nationale, il y a Desjardins, il y a l'Auto-Québec. Et ça fait ça crée des tensions psychologiques positives au travail, à savoir qu'est-ce que je commence et qu'est-ce que je ne commence pas, parce que le travail est dans ta sphère de contrôle. C'est intéressant. Je me demande, juste avant que tu commences ta conférence, il y avait des gens dans l'audience, je pense entre autres à Claudine et Stéphane, je pense, qui disaient qu'eux travaillent avec toutes sortes d'équipes, des équipes Scrum, des équipes Scrum Band, des équipes Kanban. Fait que je ne sais pas aussi si vous avez des commentaires ou des réflexions par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Mais comme je vous dis, sinon, je vous invite vraiment à visionner les autres conférences. Ah, je vois que Stéphane a ouvert son micro. Oui, ben en fait, on détecte des lacunes, là, des latences là, dans nos processus. Fait que ça donne des pistes d'exploration, là, puis voir ce qui est possible de faire là, actuellement. Très intéressant comme approche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. En passant, demain, j'ai un live stream avec John Coleman sur le throughput accounting. C'est le throughput accounting, comme je vous disais, je donne pour la première fois des cours de throughput accounting dans l'agilité. Ça ne s'est jamais vu et c'est une première. Et également, sur mon site, je vais donner des cours de throughput accounting au CPA, aux comptables, parce qu'eux aussi ont besoin de sortir de leur modèle comptable. Puis en étant CPA moi-même, ben, je peux communiquer avec eux autres aussi facilement. Alors, c'est des premières mondiales de demain. Vous êtes un peu en avance ce soir, mais sur mon site, agileagonist.com, les cours sur le throughput accounting et le travail intellectuel sont maintenant disponibles. Oui, parfait. Je pense que tu avais mis le lien aussi au tout début, fait que je vais retourner pour ça. Je pense qu'il y avait Claudine aussi qui voulait également réagir, si je ne me trompe pas. Oui. Je l'ai vu apparaître, disparaître. Peut-être que... Oui, non, mais c'est tout simplement pour dire qu'effectivement, c'est super intéressant, puis ça m'oriente un peu plus sur comment trouver où on a moins de valeur, en fait. Oui. Mais je me rends compte aussi à quel point, dans certaines compagnies, moi, je travaille pour Desjardins, puis je n'ai pas honte de le dire du tout. Oui, mais c'est bien Desjardins, hein? Je veux dire, c'est bien. Oui, il y a beaucoup effectivement d'institutions financières, dont Desjardins, c'est un nom d'entreprise qui revient souvent, disons, au sein de la communauté. C'est une grosse entreprise avec beaucoup de différents départements, différentes équipes. Puis, je pense que c'est un employeur important aussi au sein de la communauté. Bien, merci, Claudine. Écoutez, je ne vois pas... Stéphane dit on est deux chez Desjardins. Bon, vous voyez, il y a toujours des matchs. Il y a toujours des gens qui travaillent chez Desjardins qui J'ai beaucoup de collègues. J'ai beaucoup de fans ThinkFlow chez Desjardins. J'en ai une tonne et demie. C'est bon, c'est intéressant. Bien, prochaine fois, Claudine et Stéphane invité des collègues à l'événement de juin. Ben, c'est ça, je vois. Jean-Marc dit qu'il doit quitter. Vous rejoindre dans 3 semaines. Ah, Jean-Marc dit qu'il rejoint Desjardins dans 3 semaines. Bon, vous voyez, c'est vraiment une destination. Ça fait longtemps qu'il était parti, Jean-Marc, je pense. Non, il est encore avec nous. Okay. Ah, OK.
Oui, mais effectivement, il y a quelques participants qui ont discuté en cours de route. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, je pense que ça clorait notre événement de ce soir. Donc, comme je vous dis, je vous invite vraiment à voir le site web d'Agile Montréal, notre chaîne YouTube. Si possible, venez au prochain événement où j'ai bien hâte de voir ce que Daniel va nous partager comme contenu. C'est toujours très intéressant. Hanan dit, c'est quoi CDP? C'est communauté de pratique. En fait, c'est l'acronyme pour communauté de pratique en anglais, Community of Practice. Donc, justement, sur le site web d'Agile Montréal, tu pourras voir qu'on en soutient environ une dizaine en ce moment. Puis chacune d'entre elles a des événements récurrents. Il y en a qui ont des événements à tous les mois. Il y en a qui sont sur des sujets plus spécifiques, comme justement la semaine prochaine, on a la communauté de pratique QA. Qui est vraiment pour tout ce qui est quality insurance. Donc, je t'invite à découvrir tout ce qui se passe sur notre site web. Donc, Daniel, je te laisse le mot de la fin. Ben, hey, merci à tous et à toutes. Et puis, sur le site timeflow.com, vous avez une tonne d'informations. Si vous voulez voir les tendances modernes en agilité qui sont basées sur la science avec Pattern Theory, Theory of Constraint, Throughput Accounting, ce qui est vraiment à la fine pointe de l'agilité. Il y a une foule d'informations là-dedans. Super. Bon, ben merci encore une fois, Daniel. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère tous vous revoir très bientôt. Merci. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Bye. Merci. Merci. Bye. Merci.